Nous sommes le lundi 7 août 2023, une nouvelle semaine qui rime avec une nouvelle édition sur Téléhémicycle. Tout de suite le sommaire. Au Sénégal, Khalifa Sall et Karim Wade peuvent être réintégrés au fichier électoral. Dans l'esprit des résolutions du dialogue politique, l'Assemblée nationale a modifié le code électoral à cet effet. C'était samedi dernier. Asnat FC, l'équipe de football de l'Assemblée nationale du Bénin, recevait celle des fonctionnaires de la commune de Savès samedi dernier. Un match amical en vue du prochain tournoi des institutions qui a vu les visiteurs s'imposer par un score de 2-1. Le film de la rencontre dans cette édition. Bénin, Nigeria, deux pays frontaliers dont les relations survivent au diktat des frontières. Deux pays frères dont les populations se côtoient malgré tout. Une carte postale à propos dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Une lueur d'espoir pour Khalifa Sall et Karim Wade au Sénégal. L'Assemblée nationale du pays a modifié le code électoral, actant leur réintégration au fichier électoral. En plénière samedi dernier, le texte à l'initiative de 3 partis a été adopté conformément aux résolutions du dialogue politique. Les précisions avec Latif Ouboni sur des images de TV5 Monde et de Africa News. La révision du code électoral passe au Sénégal. Le Parlement a adopté la loi modificative portant code électoral ce samedi. À l'initiative du parti Benno Bokk Yakaar au pouvoir, du parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade et du parti Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, la loi adoptée remet les compteurs à zéro pour le fils d'Abdoulaye Wade, Karim, et pour l'ancien maire de Dakar. Les deux personnalités condamnées pour corruption et blanchiment d'argent et écartées de la liste électorale se voient réintégrées et deviennent de facto éligibles. Les deux concernés avaient été, on s'en souvient, empêchés de prendre part aux élections présidentielles de 2019. L'article L28 modifié stipule qu'en cas de condamnation, un citoyen perd son éligibilité, la retrouve suite à une grâce présidentielle ou d'amnistie, une fois la durée de la condamnation écoulée. Que le projet de loi ne concerne pas que la modification de l'article L28.3 qui permet, lorsque la durée restante de la peine dont on a bénéficié à raison d'une grâce aura expiré, que le condamné concerné puisse retrouver ses droits avec sa réintroduction dans le fichier électoral. Au-delà, il y a eu d'autres avancées issues du dialogue national. Le délai de la condamnation, c'est justement là l'épée de Damoclès sur la tête de Ousmane Sonko et de son parti PASTEF. Sonko, déjà condamné par contumace à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, ne peut purger le délai de sa condamnation avant la présidentielle de 2024. Une autre disposition de la loi modifiée prévoit également qu'un condamné par contumace ne peut être éligible ni électeur. Et pour cette première condamnation, c'est le cas d'Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, l'emprisonnement de Sonko et autres, ce n'est rien d'autre qu'une démocratie qui a perdu ses repères. Donc ce qui se passe aujourd'hui est un début de correction et on espère que ça continuera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être fier pour tous les militants de Taxawu qui sont restés fidèles à Khalifa. Autre changement qu'apporte le texte adopté samedi, le parrainage. Les candidats à la présidentielle peuvent désormais se faire parrainer par 0,6% du corps électoral au lieu des 0,8% que prévoyait le code antérieur. Ils ont aussi désormais la possibilité d'être parrainés par les députés et les élus locaux.
En France, les députés ont clôturé la session extraordinaire qui était en cours jusque-là. C'était le vendredi 21 juillet. Avant cette clôture, ils ont adopté la veille le projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. Gilles Christini. C'est par un score de 260 voix pour et 87 contre que ce projet de loi a été adopté par les députés français ce jeudi 20 juillet 2023. Au cours de cette séance plénière, présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, les élus présents ont dit le bien qu'ils pensaient de ce texte de loi qui émane de l'exécutif à l'occasion de la discussion générale. Du groupe Horizon et naturellement, les députés du groupe Horizon soutiendront votre proposition, votre projet de loi, monsieur le ministre, en souhaitant un adopté conforme par un souci de rapidité d'exécution et d'efficacité. Naturellement, le texte qui nous ramène à une actualité brûlante et déchirante se passe de grands discours, il se passe de grands mots. C'est un texte de reconstruction, c'est un texte de réparation matérielle qui vise, autant que faire se peut, à permettre à la vie, tout simplement, permettre à la vie de reprendre son cours dans les quartiers qui ont été l'objet de violences urbaines et d'émeutes. 5 millions de nos concitoyens vivent dans un des 1500 quartiers estampillés politiques de la ville. Mes chers collègues, où est la vision d'avenir pour ces quartiers? Où en sont les promesses de justice sociale et d'égalité républicaine? Dans ces quartiers, 40% de la population est en situation de pauvreté. 45% des jeunes sont au chômage. Il y a 2 fois moins de professionnels de santé par habitant que sur l'ensemble du territoire national. Moins de bureaux de poste, de maisons de justice ou encore de transport. Oui, ces dégradations se sont déroulées dans des quartiers où les habitants en ont le plus besoin. Et c'est en cela que nous, écologistes, voterons ce texte. Le projet de loi avait été déposé au Sénat le 13 juillet, qu'il a adopté le 18 juillet à l'unanimité. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques l'a examiné le mercredi 19 juillet et l'a adopté sans modification. Pour l'examen de ce texte de loi à l'occasion de cette séance plénière, le gouvernement est représenté par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France. Mon souhait, c'est évidemment que nous puissions adopter ce texte d'urgence, y compris en nous appliquant à nous-mêmes le principe de l'urgence dans la manière d'avancer. Je veux simplement dire qu'il y a eu des questions qui posaient sur une partie du texte, on va y répondre article par article, et il y a eu des interpellations sur les causes, je le redis, ça, c'est un sujet qui mérite mieux que quelques heures au mois de juillet et qui nécessitera d'être traité les yeux ouverts à la rentrée avec juste une condition. C'est que chacun n'entre pas dans l'hémicycle en disant « ça fait des années que je le dis et j'ai raison ». Parce que si on présente les choses de cette manière-là, bizarrement, il y a des gens qui rentreront dans cet hémicycle en disant des choses absolument contraires et en étant dans une espèce de logique de prophétie autoréalisatrice qui ne correspond pas à ce que nous avons vécu. Une fois adoptée, cette loi va permettre aux maires et aux propriétaires de pouvoir reconstruire au plus vite les bâtiments détruits ou endommagés durant les émeutes urbaines du 27 juin au 5 juillet 2023. 273 bâtiments des forces de l'ordre avaient été dégradés, 168 écoles et 105 mairies auraient notamment été détériorées selon les estimations rendues publiques. Composée de 3 articles, cette nouvelle loi permet au gouvernement de prendre des ordonnances pour définir des mesures dérogatoires aux règles de la commande publique en matière de publicité préalable et de recours aux marchés publics globaux, puis à faciliter le financement de la répartition et de la reconstruction rapide des bâtiments et équipements publics dégradés, entre autres dispositions. Le tournoi des institutions, c'est très bientôt et l'Assemblée nationale compte faire un bon parcours cette année. Asnat FC, le club de football du Parlement, affûte ses armes. Il était ce samedi en match amical au stade Omnisport d'Avrancourt face au club des fonctionnaires de Savet. Les visiteurs l'ont emporté 1-2. Latif Ouboni n'a pas chaussé ses crampons. Il était avec un micro. Ils sont venus de loin affronter ici au stade Omnisport d'Avrancourt l'équipe de football de l'Assemblée nationale. Les joueurs de l'amicale des fonctionnaires de Savet et leurs hôtes de l'ASNAT sont appelés à offrir du beau avec fair play. Nous sommes tous des fonctionnaires, nous sommes tous des citoyens béninois au service de l'État, au service de la République.
ou bien, et qu'ensemble nous devons donner une très belle image de notre pays, des entités que nous représentons, et surtout du football, qui est notre passion commune. Je vous prie, oui c'est vrai, quand on parle de passion, il y a les émotions, on a tendance aussi à s'emporter, à perdre un peu le contrôle, d'accord? Mais n'oublions jamais qu'il y a du public derrière nous, et il y a des caméras sur le terrain, et que, quoi qu'il en soit, nous devons montrer une belle image, soit de l'Assemblée nationale ou de Savès, ou de la communauté de Savès et des fonctionnaires de Savès. Je vous souhaite une très belle partie, un très beau match de football. Après le coup d'envoi, il ne faut pas plus d'une dizaine de minutes aux visiteurs pour asseoir leur légère mainmise sur la partie et faire montre de leur détermination. La bataille du milieu relativement gagnée par les locaux, les attaquants, eux, n'auront pas réussi à inquiéter les visiteurs qui finiront même par punir les joueurs de l'Assemblée nationale. 1-0, la première partie aura été celle de phases successives de jeu et toujours côté Asnat, les attaques auront été toutes infructueuses. La deuxième mi-temps a permis aux deux staffs techniques de réajuster leurs équipes. Les joueurs du Parlement reviennent un peu plus dans le match, même si les derniers gestes restent approximatifs, tout comme le sont les dernières passes. Poussée, dominée, au milieu du terrain, l'équipe des fonctionnaires de Savès va procéder par des contres avant de finir par être piégée et concéder un pénalty. Un but partout, le score semble refléter l'image d'une rencontre où les deux équipes se tiennent dans le jeu. Mais comme à la première partie, la détermination des visiteurs sera récompensée par les erreurs d'alignement de la défense des locaux. Pour les joueurs de l'Assemblée nationale, le match, en plus d'être amical, entre dans le cadre de la préparation du tournoi des institutions. À l'issue de la rencontre, dirigeants et encadreurs techniques ont accepté, apprécié le contexte, les objectifs, conditions de déroulement de cette partie. Suivons respectivement les encadreurs des deux équipes et responsables de l'amicale des fonctionnaires de Savès, suivi du mot du directeur des services de l'information et de la communication, responsable des sports et culture au Parlement. Nous avons fait un beau jeu. Les deux équipes ont fait un beau jeu. Et il y a le fair play qui a dominé. Ce n'est pas nous qui avions gagné, mais plutôt le fair play. Parce que j'ai admiré la décomposition de la balle de part et d'autre des deux équipes. Et il y a eu de... C'est sûr, quand deux équipes jouent, il faut forcément un victorieux. Ce que l'amicale des fonctionnaires de Savès a obtenu. Donc nous félicitons l'équipe adverse qui n'a pas mal joué. C'est sûr, avec le temps, ça va donner. Sur le plan tactique et tout sur le terrain, il faut dire que mes joueurs ont failli. Ils ont vraiment failli. Et heureusement pour nous que c'est un match amical de préparation. Comme on reçoit, donc ils étaient vraiment pressés de mettre. Et quand un joueur est pressé de mettre, il fera du faux. Et c'est ce qui s'est passé. Sur toutes les balles qu'on a eues, on a eu beaucoup d'occasions. C'est parce qu'on n'a pas pu contrer, n'ont pas pu se calmer et pour pouvoir faire ce qu'on leur a demandé. Bon, on va corriger. Aussi de satisfaction parce que ils ont maintenu le cap, ils ont fait circuler le ballon. C'est la dernière passe pour occasionner une occasion. C'est ça qui les a manqué. Et tout ça là, c'est à corriger. Un accueil chaleureux. Depuis notre arrivée, ils sont restés à nos côtés. Tout s'est bien passé, même dans le jeu, tout s'est passé dans un contexte, dans une ambiance de fraternité. Et vraiment, le score aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'une équipe sur l'autre, mais c'est plutôt la victoire du sport et plus précisément le sport d'entretien. C'est une équipe très solide, très compétitive qui joue depuis des années ensemble. Vous avez dû remarquer que c'est des professionnels de sport, des forestiers, ainsi de suite. Des gens qui jouent régulièrement ensemble. Nous sommes des fonctionnaires parlementaires. On s'entraîne dans la mesure du possible. Et c'est une équipe en reconstruction, en préparation justement du tournoi des institutions de la République à venir. En réalité, on aurait pu emporter ce match. Mais nos attaquants ont reçu des consignes. On veut surtout apprendre à jouer ensemble. Voici les exercices. Les consignes de coach sont respectées.
on va plutôt retenir les enseignements positifs de ce match. Nous ne nous mentons pas à l'entraînement parce que l'équipe a tenu physiquement, c'est le plus important pour moi pour le moment. On va continuer de travailler. On a plusieurs matchs amicaux encore à venir pour préparer le tournoi des institutions de la République. Et nous, on va continuer ce journal. C'est l'instant revue de presse, une signature de Gilles Chris Gidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis hier à minuit, c'est la fin de l'ultimatum donné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aux putschistes du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Le matinal écrit que depuis lors, cette organisation sous-régionale est très attendue. La CEDEAO, continue le journal, n'avait pas fait de mystère sur sa détermination à restaurer l'ordre au Niger en utilisant même la force au besoin. Mais face à ces exigences et menaces, les lignes n'ont pas bougé du côté de Niamey où les putschistes sont restés campés sur leur position, confortés même par le soutien d'une partie du peuple et des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et l'Algérie, se désolent confrères. Au regard de l'évolution de la situation, la CEDEAO va-t-elle opter pour la temporisation et privilégier la poursuite des discussions ou plutôt maintenir le couloir de la fermeté pour faire abdiquer le général Tchiani et ses hommes par la force? Une interrogation qui semble bien tarauder mon confrère. De toute façon, le Bénin de son côté est très engagé à respecter les décisions de la CEDEAO, précise le matin. Le journal informe que le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari et le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji étaient face à la presse nationale et étrangère ce vendredi. Devant les professionnels des médias, rapporte le journal, ils ont dénoncé le coup de force opéré au Niger et la prise d'otage du président Mohamed Bazoum par des putschistes. Plus loin, les deux conférenciers qui portaient la voix du Bénin ont martelé que le Bénin ne soutient pas ce que vit actuellement le Niger et s'engage donc à respecter les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest car, pense-t-il, cette situation est dangereuse pour toute la communauté. Fraternité qui a également pris part à cette sortie médiatique placarde à sa manchette un bout des propos tenus par les conférenciers à ses lecteurs. Je cite, « La position du Bénin est sans équivoque ». Fin de citation. Le journal s'est penché sur les déclarations du chef de la diplomatie béninoise qui a affirmé que le Bénin n'est pas le seul pays à avoir pris cette décision, mais plutôt toute la CEDEAO, dont fait d'ailleurs partie le Bénin. De ce fait, le pays est entièrement solidaire des décisions prises par la CEDEAO, selon le ministre Adjadi Bakari cité par le quotidien. En attendant que la CEDEAO prenne ses décisions prochaines sur la situation sociopolitique du Niger, le gouvernement béninois a offert un concert exclusivement féminin au public béninois. Le matinal informe que c'est un concert de l'indépendance qui s'est déroulé ce vendredi 4 août à la place de l'Amazone de Cotonou, avec la participation de 15 artistes agodiers qui ont égayé le public. Fraternité renchérit et précise que ce concert de fin des festivités du 63e anniversaire de l'indépendance baptisé la saga des agodiers a connu la présence effective de la diva mondiale d'origine béninoise Angélique Kidjo. La tribune de la capitale informe que pendant que la star béninoise Angélique Kidjo était sur scène, le président de la République a fait son apparition sur les lieux. Patrice Talon a donc rehaussé de sa présence l'éclat de la saga des agodiers, pense mon confrère. Fin de cette revue de presse. À demain. Le Bénin et le Nigeria sont des pays voisins dont les populations vivent parfois en oubliant l'existence des frontières. D'ailleurs, le 1er août 2023, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu ont tous deux dit à quel point les deux pays étaient unis. Nous vous proposons dans ce journal donc, de vivre les réalités de cette proximité. C'est à Owode, une des localités du Bénin frontalière avec le Nigeria, que Latifou Boni et Ben Kevin Achawe ont posé leur arsenal.
Nous sommes à Odé, un village perdu au beau milieu de la ligne frontalière Bénin-Nigeria. Un village pour deux pays, symbole de deux nations siamoises. Le président Tinubu est du Bénin. Le Bénin et le Nigeria sont un même pays. N'eût été la colonisation, ce serait la même république. Je dois vous dire que c'est ma première visite officielle en dehors du Nigeria. Le Bénin et le Nigeria sont des Siamois. Des pays siamois collés l'un à l'autre par une ligne frontalière diffuse. Des vestiges coloniaux que les populations et les autorités peinent à clairement matérialiser. À voir la physionomie de la frontière Nigeria et Bénin-Nigeria et la frontière de Odé là, tout est touffu. Donc il vous serait très difficile de connaître les limites, de connaître les bornes. Ici maintenant, là où nous sommes ici, nous sommes à la frontière ici maintenant. Alors, il y a des maisons dont la chambre est dans le Nigeria, le salon est dans le Bénin. Une matinée ordinaire à Odé, aujourd'hui comme toujours. Ici, les riverains se rappellent à peine, entre le Bénin et le Nigeria, le pays auquel ils appartiennent. Moi qui suis ici, ma maman est du Nigeria. Donc pour rentrer dans le Nigeria, je n'ai pas de problème. Ainsi que mes cohabitants, mes administrés aussi, nous on n'a pas de problème frontalier ici pour rentrer ou pour sortir. Vous avez vu, les motos rentrent simplement, et les biens aussi, les personnes rentrent. On n'a pas ce problème-là ici. Des bonnes et parfois quelques checkpoints rappellent l'existence d'un mur administratif qui sépare de part et d'autre des portions de la même famille. Pogidi est frontalier à deux villages nigérians, à savoir Farasime et Achéri. Donc ces deux villages et Pogidi, nous sommes pratiquement de la même famille. Côté béninois, les habitants désignent Odé par Pogidi. Odé est en réalité le nom du marché, le fruit même d'une histoire commune que les villages environnants de la ligne frontalière partagent. Odé a été créé par 9 villages. 9 villages, donc 5 villages de l'autre côté et 4 villages de notre côté ici. Et ils ont pris un jour, ils ont choisi un jour où les vieux là se rassemblent. Les dames aussi viennent avec du poisson et autres là, ils étalent. C'est comme ça que Odé a été créé. Au-delà des zones frontalières, les Béninois se sentent bien à l'aise en expédition d'affaires au Nigeria. Le cas de Noël. Retour à Porto Novo. Ici au marché Gbegor, des Nigériens affichent fièrement leur appartenance aux deux rives. Une double affiliation assumée et une intégration bien réussie. Ça fait des années ici au Bénin. Je suis déjà fait des années ici au Bénin. Depuis, on a cadré au moins 13 ans, 15 ans déjà ici. La vie avec les gens ici, c'est pas mal. C'est quand tu es là, tu vas essayer de rapprocher de eux, tu vas savoir les gens que tu es en train de faire. Tu es en communication avec eux quand même. La vie avec eux ici, c'est pas mal. C'est une chose à comprendre. Un peu de temps, la connaissance balance bien. Bénin-Nigeria, c'est environ 800 km de frontière, avec un voisinage fructueux en termes d'échanges économiques, une histoire socio-culturelle bien plus solide que les balises frontalières. Une signature de Latif Ouboni qui vient donc mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le programme se poursuit sur Téléhémicycle.